choisi 15 exemples, ils sont tous récents. Dans le choix, on a essayé de faire un panaché de différentes problématiques. Donc c'est parti maintenant pour 15 cas. Le premier, comme vous le voyez, c'est dans le groupe Safran. C'était une usine en France d'à peu près 400 personnes qui avait des vrais problèmes, des gros problèmes chroniques pour livrer à l'heure. Ils fournissaient des équipements donc aéronautiques, grosso modo les Flight Control Systems, les petits boîtiers qui font en sorte que l'avion puisse monter, descendre, aller à bâbord, tribord, etc. Et chroniquement, ils livraient en retard, à peu près 50% de respect de délai. Et il fallait absolument qu'ils traitent ce problème de respect des délais. Ils commençaient à perdre des commandes et un peu comme dans le but, la question posée c'était quand même est-ce que cette usine peut survivre ou est-ce qu'il faut la fermer. Pour le faire simple, il fallait d'abord trouver la contrainte de capacité, le goulot de l'entreprise. Et très rapidement, on a pu déceler que c'était en fin de compte le contrôle qualité qui était dans cette usine le goulot capacitaire. Vous verrez ça à travers le reste des cas, c'est bizarre à quel point très souvent désormais, quel que soit le métier, que ce soit de l'aéronautique, de la pharma, de l'agroalimentaire, etc., les contraintes de capacité se trouvent autour du contrôle de la qualité. Donc petite alerte pour ceux qui nous écoutent, vous avez peut-être trop tendance à vous occuper de vos grosses belles machines très chères, etc. Et donc une fois qu'on avait trouvé ça, on a augmenté son débit, on a concentré donc, tous nos efforts d'amélioration sur la quinzaine de personnes sur les 400 qui travaillaient au contrôle qualité, et en se concentrant comme ça, en se focalisant comme ça, c'est toute la puissance de la théorie de contrainte, très vite on a pu démultiplier les performances de ce boulot et augmenter le débit de l'usine, rattraper les retards et ainsi de suite. Ils avaient un autre problème important, c'était qu'au fur et à mesure des années, du fait de leur retard, ils avaient eu tendance toujours à essayer de lancer de plus en plus tôt. J'ai un mois de retard, donc je lance un mois plus tôt, ça devrait résoudre mon problème. Et ben non, ça a augmenté les encours, etc. Et donc, à fur et à mesure qu'ils avaient fait ça les années précédentes, ils se sont retrouvés avec un monceau d'encours entre les machines et des cycles de production de 9 mois. Et donc, il fallait, grosso modo, vider l'usine. Et là, nous avons utilisé une technique qu'on utilise pour les 3/4 de nos cas, qui s'appelle la règle 2 pour 1. Vous pouvez voir une vidéo spécifique sur cette règle 2 pour 1 qui plaît beaucoup, qui est du bon sens. Je ne sais pas, ça vient ni du Lean ni de la TOC en fait. J'ai trop d'encours, comment est-ce que je peux réduire les encours de mon entreprise? Eh bien, il faut qu'il y ait plus de choses qui sortent que ce qui rentre, n'est-ce pas? Il faut vider la baignoire, sorte avant que j'ai le droit de lancer une nouvelle chose. Alors cette chose, vous pouvez choisir ce que c'est. Dans leur cas, c'était des ordres de fabrication. Ils en avaient, je crois, 1300 en cours quand on a commencé. Et ils n'avaient pas le droit de lancer un nouvel ordre de fabrication avant d'en avoir clos 2. Donc on a fait ces deux choses et plein d'autres. Et donc juste pour parler du début, puisque c'est une histoire qui a duré 2 ans en tout, dans les 3 premiers mois, eh bien, donc, augmentation du débit de l'usine de 30%, réduction des retards de 90%, réduction du lead time de 9 à 3 mois, réduction des encours de 1,2 million, le taux de respect de délai qui est passé d'abord de 50 à 85%, et puis depuis c'est plus encore amélioré. Voilà, l'usine a été sauvée, ils ont gagné le Award 2016 dans le groupe Safran de la meilleure performance, etc. Vous verrez plusieurs vidéos par les interlocuteurs de Safran sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas si vous voulez avoir plus de détails sur ce cas-là. Un deuxième cas, toujours en France, d'une très grosse entreprise industrielle très connue, de plus de 200 000 personnes, ceci une de leurs usines, une de leurs divisions, qui fabriquent des boîtes de vitesse, mais des grosses boîtes de vitesse, qui par exemple vont entre une turbine à gaz et un générateur dans une centrale électrique, ce genre de choses. Donc des boîtes de vitesse, mais vendues de 50 000 à 500 000 euros, qui devaient pouvoir tourner sans faille pendant 20 ans, à des vitesses importantes, avec des couples gigantesques, etc. Bref. De la belle machine. Initialement, leur marché était dans le oil and gas, mais à l'époque où on s'est rencontrés, justement, le oil and gas était en grande difficulté. Ils étaient en perte de chiffre d'affaires, il fallait renforcer leur offre globale et commencer à pénétrer l'autre marché. Et c'est là qu'ils se sont intéressés à une transformation à base de la théorie des contraintes. Donc ils font le design, engineering to order et la production, make to order, en toute petite série de 1, enfin pour eux, une 3 c'est une énorme série. Okay, donc c'est du multi-unitaire. L'analyse de l'entreprise a vite identifié que la contrainte de capacité n'était pas dans les machines, pas dans les ateliers, mais au niveau du bureau d'études d'une quinzaine de personnes. Donc on s'est concentré là-dessus pour améliorer les performances. La performance du bureau d'études était très mauvaise à cause du multitâche. Ceci est quelque chose de très fréquent. On a par exemple mesuré que les personnes changeaient 60 fois de tâches par jour, moyenne de durée sur une tâche 7 minutes, etc. Donc à cause de ce mauvais multitâche, ils étaient devenus très inefficaces, ils faisaient beaucoup d'erreurs, la qualité de vie était exécrable et ainsi de suite.
Donc, on ne s'est pas débarrassé du multitâche, c'est pas possible, mais on a fortement limité le multitâche. Ce qui a permis d'augmenter la productivité de ces 15 personnes de la tripler, et de passer d'un délai moyen pour concevoir une machine de 50 semaines à 8 semaines. Et là, en ce moment, ils sont en train d'aller encore plus loin. Et au fur et à mesure qu'on faisait ça, il fallait ensuite travailler dans la partie production. Donc on a également travaillé en aval dans la production pour permettre d'accroître les volumes globaux, ils ont pu se repositionner sur les marchés, renforcer leurs offres à l'international. Et voilà, c'est comme à nouveau un peu comme dans le but avec les idées de la théorie des contraintes. Ils ont sauvé leur usine en moins d'un an. Et particulier dans le sens où c'est pas vraiment un Camaris Consulting. Je m'explique. Nous faisons régulièrement des formations sur les différents sujets, dont des formations en une journée de la théorie des contraintes appliquée à la production. Une personne de cette entreprise est venue chez nous et a suivi cette formation. Il est parti avec le classeur et j'en ai plus entendu parler. Ce qui m'a rappelé à peu près un an plus tard pour me dire, voilà, j'aimerais que vous veniez voir ce que j'ai fait et me dire ce que vous en pensez. Et il avait juste appliqué la théorie des contraintes à son domaine de responsabilité dans son usine en France. Et le problème qu'il avait à résoudre, c'était à nouveau un problème de respect des délais. Et il était parti bien en deçà de 70%. C'est des roulements à billes pour le domaine aéronautique, celui-ci, ce qui était pareil, devenu inacceptable, etc. Pour arriver à plus de 96%. Voilà. Donc il y a une forte réduction des encours, augmentation de la productivité. Vous verrez que ça arrive dans tous les cas. Mise en œuvre tout à fait classique du drum buffer rope ou du tambour tampon corde, tel que expliqué dans le but ou dans les différentes vidéos, etc. Voilà pour ce cas. Donc moi je voulais juste insister sur le fait que c'est pas si compliqué que ça, puisque la personne elle a fait ça toute seule, juste avec les concepts, et n'a eu aucun mal pour obtenir d'excellentes performances. Alors, changement de contexte complet. Le leader mondial de la restauration rapide, avec plus de 1000 établissements en France par exemple, mais un des plus gros employeurs du monde. Et ils nous ont approché pour un problème de durée de service, le temps qui s'écoulait entre le moment où un client passait commande, on est en restauration rapide, n'est-ce pas, et le moment où ils étaient servis. Ils avaient déployé à travers le monde un nouveau dispositif qui permettait aux produits d'être produits réellement à la commande et pas par anticipation. Et ce nouveau système avait plein de qualités sur la fraîcheur gustative, etc., de ce qui était livré, mais posait des problèmes pour maintenir une durée de service très courte. Donc on a fait un diagnostic d'une très longue journée, de 8h du matin à minuit, dans un établissement. On a élaboré un plan d'action en 13 points qu'on a mis en œuvre, ce qui a permis de diviser par plus de 2 les temps de service à travers d'abord ce site, après les pilotes, après les 1500 en France, et maintenant en train d'être déployé à travers le reste du monde, c'est devenu un standard. Et on avait au départ en fin de compte quelque chose qui était un mauvais goulot, c'est-à-dire que il y avait un problème pour essayer de réunir les différents hamburgers et autres items commandés par les clients pour servir leur plateau. Et donc on a changé l'organisation des flux pour s'assurer qu'en fin de compte la commande restait unique en complet conforme tout au long du processus et qu'on n'avait plus besoin de l'assembler, ce qui a fait disparaître ce boulot. On a ensuite pu se poser la question quel est le bon boulot dans une telle organisation. C'est le monde de la théorie des contraintes dans les services un peu particulier parce que bien sûr on ne veut pas une contrainte de capacité parce que contrainte de capacité égale file d'attente. Et donc on va avoir structurellement un excédent de capacité, les réductions de temps de service de 60% et d'autres éléments qualitatifs mais très significatifs, les retours clients divisés par 7, les pertes matières qui ont été divisées par 10, bref il y a eu énormément d'autres impacts que juste livrer le client plus vite. C'est pour moi juste une évidence du lean, n'est-ce pas? Si on arrive à aller plus vite mais intelligemment, tous les autres éléments de coût qualité s'améliorent aussi très fortement. Changement de décor complet, celui-ci au Bourget, au nord de Paris, la société Embraer, et donc ils entretenaient les avions de la flotte. Ils souhaitaient réduire les durées d'immobilisation lors des grosses interventions, l'équivalent de le check de 100 000 km pour une voiture, c'est un check C ou un check 96 mois dans ce business, où on démonte assez largement l'avion pour vérifier son bon état, on remplace un certain nombre de pièces, on le remonte, etc. Ça leur prenait 10 semaines. Ils ont mis en œuvre la chaîne critique
Alors je ne vais pas expliquer aujourd'hui les concepts, n'est-ce pas? La chaîne critique, c'est la partie de la théorie des contraintes qui s'occupe du management de projet. Pour ceux que ça intéresse, il y a plusieurs vidéos qui expliquent ça, 4 vidéos de 20 minutes par exemple. Excusez-moi, je ne présentais pas les idées derrière, voici ce qui s'est passé. Ils ont appliqué la chaîne critique. Le drôle de drapeau là, vert, jaune et rouge que vous voyez, c'est l'iconique fever chart de la chaîne critique qui permet de piloter l'exécution d'un projet. Les zigzags en bleu, là, c'est tous les aléas qu'ils ont eu lors de l'exécution de l'intervention sur un avion. C'est ça qui est utilisé pour terminer à l'heure des projets, les terminer plus vite, etc. Dans leur cas, dès le premier avion, et ça s'est maintenu ensuite, ils ont pu diviser par 2 les durées d'intervention. Donc initialement ça prenait 10 semaines, c'est passé à 5 semaines. Et également, il y a eu une forte amélioration, quasi doublement de la performance de la productivité manœuvre directe des mécaniciens. Ceci à travers en fin de compte, une plus grosse focalisation du travail, moins de multitâches, plus de sérénité, plus de visibilité, bref, toutes les choses qu'apporte la chaîne critique. Le pipelining, ce qui est un concept simple que vous reverrez un peu partout, et qu'on a vu un peu plus tôt dans un des cas à travers cette idée de stop, starting and start finishing. Concentrez-vous sur terminer les choses avant de démarrer du nouveau. Et dans le cas de la MRO aéronautique, c'était surtout vous concentrer sur faire sortir les avions, terminer les avions, ne vous précipitez pas sur un nouvel avion quand il arrive, essayez de garder le hangar pas vide, mais avec un minimum d'avions pour aller vite. Et ne commencez pas nécessairement un avion parce qu'il vient d'arriver, ce genre de choses. C'est assez facile à dire comme ça, dans la pratique, ça peut poser des problèmes avec soit le client, soit les commerciaux, etc. Je répète, l'avion arrive, on n'y touche pas, et pourtant on veut aller vite. Voilà pour ce cas. Changement de décor, à nouveau. On passe dans la pharmacie, production de produits pharmaceutiques. Il se retrouvait en manque cruel de capacité, donc il fallait absolument produire plus. Et c'est ce qu'on a fait. Là, le cas est un peu particulier parce que c'est beaucoup plus du lean et du bon sens que de la théorie des contraintes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de fiabilité des process. Dans ce cas-là, il y avait 4 lignes parallèles, pas tout à fait identiques. Et ils avaient des taux de panne très significatifs, des TRS qui étaient nettement inférieurs à 20% quand on a commencé. Bref, les machines tombaient en marche de temps en temps. Et donc l'environnement était tellement instable que c'était difficile d'appliquer correctement dès le départ de la théorie des contraintes. Donc on a plutôt utilisé la boîte à outils du Lean et du bon sens pour rendre les procédés de fabrication beaucoup plus fiables. Une des principales clés était assez simple, somme toute, qui était de mieux faire travailler, beaucoup mieux faire travailler les équipes de production et les équipes de la maintenance pour qu'ils fassent de la résolution de problèmes conjointes. Et ça, je pense, a expliqué au moins les 2 tiers des améliorations de performance de TRS qui ont été obtenues. Et voilà, donc ça, ce cas-là pour montrer que les limites de la théorie des contraintes, je répète ici, l'environnement était tellement chaotique que si on prenait des photos une heure après l'autre, le goulot avait l'air d'être différent d'un moment à l'autre parce que tout était très instable. Le cas suivant est en Afrique du Sud, la société Aérosud. Vous pouvez voir de nombreuses vidéos sur notre site par les gens d'Aérosud sur ce qu'ils font. De la théorie des contraintes, ils l'utilisent partout, depuis longtemps dans la production et le pilotage de leur flux, plus largement d'ailleurs pour définir leur stratégie avec un goal tree et ce genre de choses. Bref, ils utilisent la théorie des contraintes tout le temps partout. On a mis en œuvre la chaîne critique et ils nous ont surpris parce qu'à ma connaissance, ils ont très rapidement, en 2 ans et demi, réussi à obtenir les meilleurs résultats du monde, me semble-t-il, dans le domaine du respect des délais de développement de nouveaux produits, puisqu'ils en sont à 98,7 là, dans le dernier comptage de fin d'année dernière. Bref, à peu près tout leur développement produit termine à l'heure. Et oui, ils ont des clients difficiles qui changent d'avis, les Airbus, Boeing, etc. Donc ils vivent dans le vrai monde. C'est pas un monde de bisounours et pourtant ils arrivent à, vous voyez, quasi 100% de respect de délai des développements produits. Pour ceux qui connaissent un peu la chaîne critique, notez la fever chart qui est là sur la droite. C'est le cas réel, n'est-ce pas, d'une entreprise. Tous ces zigzags représentent tous les aléas qu'on peut avoir dans ce monde incertain de développement produit. Et voilà, mais je vous répète, ils ont pour moi une performance incroyable, littéralement incroyable. Je pense que si on m'avait dit que quelqu'un pouvait faire ça, je leur ai dit que c'est pas possible, mais voilà, ils le font. C'est assez fascinant, je trouve. Donc ils ont mis en œuvre la chaîne critique dans toutes ses composantes. Ils ont tellement aimé la chaîne critique qu'ils n'ont pas seulement utilisé pour le développement de leurs produits, mais ils l'ont vite déployé sur tous les autres projets de l'entreprise. Donc quand ils ont mis en œuvre un nouvel ERP, c'était sous chaîne critique. Quand ils ont construit un nouveau bâtiment, c'était sous chaîne critique, etc. Bref, dès que c'est un projet, ils utilisent la chaîne critique
Voilà le genre de résultats qu'ils peuvent obtenir. Le cas suivant, c'est dans une industrie du luxe, le leader mondial dans le luxe. Cette partie de cette très grande entreprise faisait beaucoup de make to order, c'est-à-dire qu'une personne allait commander des produits qui avaient été personnalisés pour eux, mais ils faisaient aussi bien sûr le développement de leurs nouveaux produits pour le prochain défilé et ainsi de suite. Et ils étaient donc quelque part, et ils ne sont pas les seuls, ils sont passés d'une usine de production à une usine de projet. Il fallait sans cesse rafraîchir les gammes, sortir des centaines de différents produits par an. Donc on a fait un diagnostic, on a très vite identifié qu'il y avait un goulot, un mauvais goulot, c'est-à-dire quelque chose de regrettable. Bon sang, pourquoi c'est là, c'est ridicule. Et ici, pour le développement de leurs produits, initialement c'était la saisie des nomenclatures, des nouvelles nomenclatures. Un nouveau produit avait une nouvelle nomenclature, il fallait la saisir. Et ils n'avaient pas vu dans toute la distribution des tâches et des gens et des embauches, etc., puisqu'ils sont en très forte croissance, qu'il y avait une contrainte de capacité dans la personne qui saisissait les nomenclatures. Il nous a suffi de le dire à travers le diagnostic quand on est revenu quelques semaines plus tard pour faire la mise en œuvre. Donc, bien sûr, le problème avait été résolu, ils avaient assaini le poste de travail pour permettre à la personne de résorber le retard, etc. Et c'est un cas intéressant parce que ils ont fait ça, ils ont fait des dégoulottages successifs. Initialement, le goulot était donc à la saisie des nomenclatures. Ils ont complètement dégouloté ça. Après, ça s'est retrouvé aux achats. Il fallait acheter des composants spécifiques en petite quantité pour faire les prototypes, etc. C'est ces personnes-là qui se sont retrouvées goulot. Ils ont résolu ça. Après, c'est passé ailleurs, etc. Bref, on trouve le premier goulot. Probablement, si ce n'est pas une bonne idée, c'est souvent le cas, on le dégoulotte, on fait ce qu'il faut pour qu'il puisse produire 2 fois plus. On voit où c'est passé et on recommence jusqu'à arriver au moins mauvais goulot. Donc vous voyez, les résultats sont assez spectaculaires et ils ont grosso modo triplé les volumes et triplé la vitesse environ. C'était toujours très intéressant. Le graphique en bas, juste pour le citer puisqu'il est dans le slide, Pareto des consommations de tampons, c'est de mesurer quand on est en exécution chaîne critique, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été aussi vite qu'on espérait. Et on l'a mis là parce que c'est assez fascinant car très souvent, les gens se trompent complètement sur les causes des retards de leur projet. C'est pas du tout ce qu'ils pensaient. C'est très utile une fois qu'on exécute en chaîne critique pour aller encore plus loin que de regarder pourquoi. Changement de décor, mais pas tellement changement de théorie géographique. D'ailleurs, les deux usines ne sont pas si loin l'une que ça. Bon, alors là, c'est pas un secret, c'est au Muro, n'est-ce pas. Vous avez des vidéos sur ce cas. Donc là, vous voyez, la société qui s'appelle Eurocryospace. C'est Christine Geoffrey qui est la patronne de tout ça, qui a fait tout ceci. C'était en 2017, donc on était encore à Ariane 5. Ariane 5, où ils avaient une surchauffe, il fallait qu'ils passent de 6 réservoirs. Ils font les réservoirs de la fusée Ariane, la grosse boîte de conserve du milieu. Il fallait donc passer de 6 à 8 réservoirs par an. On a fait un rapide diagnostic. Et c'était la soudeuse qui faisait en fin de compte le réservoir qui était à la contrainte de capacité. Quand on a regardé plus près pour comment augmenter les performances de cette soudeuse, en réalité on a découvert que la soudeuse elle faisait 2 choses. D'abord il y avait la soudure, des différents éléments pour faire le tube, et puis après il y avait des rayons X pour analyser si les soudures étaient correctes, s'il n'y avait aucun problème. Et donc c'était un va-et-vient entre la production qui faisait la soudure et le contrôle qualité qui faisait le contrôle rayon X. Et donc la mise en œuvre dans un premier temps de la théorie des contraintes a été extrêmement simple. C'est de s'assurer d'un esprit de course de relais entre la production et le service qualité pour que très vite ils se repassent la main entre contrôle, production. Et en faisant ça assez facilement, ils ont réussi une augmentation de plus de 25% de la performance de la productivité et ainsi de suite. Ils ont tenu leurs objectifs, réduit les durées moyennes et ça s'est super bien terminé. Le cas suivant, c'est un retour dans l'usine de Safran que je vous ai présenté en début. On faisait donc une intervention de mise en œuvre de la théorie des contraintes qui a sauvé l'usine, j'en ai parlé. On se concentrait sur les flux de production. Au fur et à mesure qu'on a réduit les encours par en tout un facteur de 5 à la fin, on a pu redécouvrir son atelier. Et à ce moment-là, il est devenu assez évident que les machines n'étaient pas intelligemment disposées à travers l'usine, qu'il aurait fallu les regrouper par famille de produits, etc. Grosso modo, et c'est peut-être pas la seule usine au monde, les machines ont été installées là où il y avait de la place quand elles ont été achetées, et donc c'était un vrai plat de spaghettis, et ils voulaient mettre de l'ordre dans tout ça.
Et voici les extraordinaires résultats. Je répète, il y a une vidéo, c'est pas juste un énième mensonge de consultant, il y a une vidéo des gens de Safran qui ont fait tout ça, qui vous explique. Initialement, le projet de déménager, je répète, 45 des 52 machines dans une usine de 400 personnes, c'était de 8 semaines. Le patron a dit, je ne peux pas fermer mon usine pendant 8 semaines, fais plus court. Il est revenu avec un projet à 2 semaines, je vous la fais courte, et le patron lui a dit, ok, c'est bon, en 2 semaines, je peux fermer l'usine, je te donne la fin d'année, et cette fin d'année, il y a le Noël dans une semaine et le jour de l'an dans la semaine suivante, donc ça te fait 4 plus 4 égale 8 jours. Et voilà, donc partant de 8 semaines, il avait 8 jours pour le faire, il a utilisé la chaîne critique, regardez la vidéo, pour piloter tout ça, et il a fini en 5 jours et demi. Voilà. Alors si on m'avait dit avant qu'on pouvait déménager une usine en 5 jours et demi, en 6 jours et demi, je n'y aurais pas cru. Voilà, donc c'est rare que mes interlocuteurs, mes clients arrivent à dépasser mes attentes, mais là, bravo à cette équipe, moi je ne pensais pas que c'était possible de faire si vite. Alors regardez la vidéo, c'est une très belle histoire. Et bien sûr, tout à fait extraordinaire. À nouveau, changement de décor, celui-ci est c'est le plus vieux cas que je présente puisqu'il a un peu plus de 10 ans. La direction du matériel de la SNCF, 25 000 personnes, 49 usines, etc., entretient à peu près tout ce qui roule sur le réseau. Et ici, il s'agit de l'usine qui s'occupe, une des usines qui s'occupe des TGV, une des deux, l'autre était à Lille, celle-ci est en Alsace, à Bischheim. Voilà, ils voulaient réduire les durées d'immobilisation dans leurs entretiens. Et quand on a commencé, ils prenaient beaucoup plus que 70 jours. Là, c'est beaucoup plus. Hein, mais voilà, le chiffre officiel, c'est 70 avant. Voilà, on a travaillé sur comment accélérer ce type d'intervention. Et grosso modo, on a pu doubler la vitesse et faire d'importants gains de productivité main-d'œuvre en même temps. Vous avez l'extrait de l'article de l'usine nouvelle qui parlait de tout ça. Ce cas-là est là pour une autre raison, c'est que je trouve que trop souvent les gens disent d'environnements comme cela qu'ils sont très difficiles d'y faire des résultats pérennes, des résultats conséquents, des transformations, etc. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Nous, on a eu aucun mal à faire des résultats, somme toute, assez impressionnants. Et il suffisait comme dans tous nos projets d'ailleurs, de construire un projet de transformation gagnant-gagnant entre le personnel, la direction, les syndicats, etc. Donc tout s'est extrêmement bien passé avec des améliorations de performance significatives. Il suffit de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et c'est ce qu'on a fait en travaillant sur la qualité de vie au travail également, plein de choses. Voilà, dans ce cas-là, il est là juste pour montrer que si vous pensez avoir des excuses du genre dans mon environnement, je ne peux pas faire, je ne peux rien faire, méfiez-vous, nous sommes régulièrement nous intervenons en ce moment dans une autre entreprise que je ne peux pas citer, où, entre guillemets, les choses seraient difficiles, l'inertie serait conséquente, et nous, on ne trouve pas ça. On s'amuse autant et on a des résultats tout à fait aussi probants dans des organisations comme celle-ci. Un autre cas, leader européen des satellites, et donc voilà, on a un satellite qui est secret défense très important, etc. On travaille dessus depuis un temps certain. Il faut absolument qu'il soit terminé pour le début août. Et on pense qu'on est en retard. Venez voir, est-ce que vous pouvez avec la chaîne critique faire terminer à l'heure? On regarde, et effectivement, on fait le diagnostic et il allait bien terminer au début août, pas de problème. Sauf que c'est début août de l'année suivante. Donc, il a fallu comprimer énormément le délai du reste à faire. Et donc, on a comprimé l'exécution, fait un meilleur planning, etc. Pour dire brièvement, beaucoup de projets comme cela ont ce problème. C'était un problème de micromanagement par rapport à la simplicité de la chaîne critique. Le réseau de tâches de ce satellite avait, je ne me rappelle plus, 5000, 8000 tâches avec tous les détails possibles et imaginables pour un seul satellite. Nous avons fait un modèle plus synthétique de 200 tâches exécutées comme ça, avec bien sûr la magie de la chaîne critique, trouver la chaîne critique, exécuter rapidement le long de la chaîne critique, et on a terminé à l'heure. Et ça c'est une très forte amélioration des performances. Un cas des personnes qui fabriquent des machines de diagnostic rapide pour différentes maladies, en l'occurrence ici les maladies respiratoires. Ils souhaitaient accélérer le développement d'une nouvelle machine.
Ils ont appliqué la chaîne critique, à identifier la chaîne critique, à optimiser les différentes tâches, redistribuer les rôles, bref, tous les classiques de la chaîne critique, ce qui a permis de nettement accélérer le développement du produit et de le lancer beaucoup plus tôt que ce qui aurait été le cas sans chaîne critique. Un conséquent volet de management des risques, à nouveau pour ceux qui connaissent surtout, si vous voyez le fever chart, là, le fameux graphique vert, jaune, rouge, le zigzag là, que vous voyez là, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je ne peux pas vous donner les détails, mais voilà, quand on est à la frontière de la science à développer des produits, parfois on arrive à une étape et ça ne marche pas. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il retrouve une solution qui progresse, qui termine le projet. Et voilà, là, encore un cas du mois d'août. On nous appelle, il faut absolument que vous soyez au Mexique demain matin, s'il vous plaît. Ce très grand groupe français d'origine équipementier d'automobile excellent. Il y a plus de 115 usines dans le monde maintenant. Donc entreprise très connue, très performante. Une des toutes premières à se mettre aux vraies lignes, aux bons lignes dès les années 70 en France. Il a son XP système très proche du système Toyota. Excellente usine, très très performante, etc. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, on est en post-Lehman Brothers, après les soubresauts de la demande. Grosso modo, la demande pour les automobiles sur le continent américain avait tout d'un coup augmenté très rapidement et significativement. Et cette usine qui fabriquait des alternateurs était devenue complètement saturée, n'arrivait plus à livrer les chaînes de production du continent américain, avait grosso modo arrêté régulièrement Detroit. Et donc, tout le monde s'énervait. General Motors les avait mis en NBOH. J'ai fait exprès de mettre ça là parce que personne ne peut savoir qu'est-ce que c'est. New Business, enfin, j'espère pour vous que vous ne savez pas ce que ça veut dire parce que ça serait mauvais pour vous. New Business on Hold. General Motors avait mis cette très grande entreprise en New Business on Hold, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à résoudre mon problème d'alternateur qui arrête mes usines de Détroit, je ne passerai plus aucune commande avec vous. Voilà, c'était le pire environnement que j'ai jamais connu de ma carrière. C'était extrêmement tendu, des très forts enjeux entre des très grandes entreprises. Il y avait 11 patrons d'usine simultanément dans l'usine, parce que tous les meilleurs de tout le groupe avaient été envoyés. C'était la folie furieuse. Et donc ils avaient essayé tout ce qu'ils avaient dans la boîte d'outils Lean, et en désespoir de cause, parce que ça ne permettait toujours pas de résorber le retard. Il y a un fou du membre de direction de cette société qui a dit peut-être qu'il faudrait qu'on essaye la théorie contrainte. On est dans un des temples du Lean. Et donc voilà, j'arrive dans le désert mexicain avec le grand Selim que vous voyez là, en la photo en bas à droite. Pour essayer d'améliorer les performances. On prend la ligne de production qui est sous les yeux, là il fabrique des alternateurs, un takt time de 17 secondes initialement. Il fallait trouver le goulot, on a trouvé le goulot, on a protégé le goulot, et en faisant ça, en fin de compte, on a pu, avec la baguette magique de la théorie contrainte, augmenter immédiatement, en tout cas en 15 minutes, on a augmenté la performance de l'usine de 1000 personnes de 17%. Et puis on fait plein d'autres choses pour aller plus loin encore, mais là ça montre la force de la théorie des contraintes. Trouver le goulot, protéger le goulot, augmenter son TRS, tout le reste suivra. Regardez toutes les vidéos sur YouTube pour en savoir plus. C'est un joli cas d'école parce qu'effectivement, je vous rassure, ne nous méprenons pas, c'est rare qu'on arrive à faire des résultats en 15 minutes quand même, mais là c'est notre record Maris Consulting de vitesse d'amélioration. Pour conclure, encore un changement de décor en Afrique, avec les petits camions là, c'est une mine d'or de 2500 personnes. Donc ils ont décidé de mettre en place la chaîne critique. Sur les arrêts planifiés de l'usine, vous voyez une vague idée avec la photo en bas à gauche, le son de l'usine, c'est un gros truc avec plein de convoyeurs, de broyeurs, de concasseurs, de machin, etc. C'est assez compliqué pour extraire l'or quand même. Et également sur tout l'entretien, les camions, les foreuses et toutes ces extraordinaires machines qu'il y a dans des mines comme celle-là. Donc chaîne critique pour l'entretien. Et enfin, pour également un grand projet de transformation d'une partie du process tout à fait critique qui doit être fait au plus vite parce que ça va arrêter toute l'usine pendant que ce travail est fait. Voilà, donc ils utilisent la chaîne critique pour toutes ces choses. Et également une réflexion sur où est le goulot dans l'usine, est-ce qu'il est dans la mine, est-ce qu'il est dans l'usine, s'il est dans l'usine, à quel stade il est, à quel stade il devrait être, bref, de la théorie des contraintes sur le process. Une intéressante réflexion sur leur démarche d'amélioration. On a passé en revue ensemble tous les projets d'amélioration. Je fais la remarque que sur l'ensemble du portefeuille d'amélioration réalisé dans l'année, 90% d'entre elles étaient des actions qui visaient des réductions de coûts, des économies, et seulement 10% d'entre elles des améliorations de débit, des améliorations de throughput. Et j'ai fait la remarque que je trouvais que c'était dommage, qu'ils ne passaient pas assez de temps à essayer de faire des améliorations de performance plutôt que des réductions de coûts.
Donc ils ont repensé leur portefeuille, leur attention managériale pour passer plus de temps à essayer d'augmenter les débits, augmenter le throughput, pour utiliser le terme de la théorie des contraintes, et moins de temps à faire des actions d'économie, de réduction de gaspillage. Et ça a eu un très fort impact. Et je me permets de penser que beaucoup d'entreprises ont ce travers. Ils passent trop de temps à essayer d'économiser, à faire des économies, et pas assez de temps à essayer d'être plus entrepreneurs, essayer d'augmenter le chiffre d'affaires.